Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1, les titres de ce 13h. Ouverture ce matin du forum CEO Africa à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. 1600 participants vont plancher pendant 2 jours sur les voies et moyens pour faire du secteur privé le catalyseur de la transformation prônée par cette rencontre internationale. Le vice-président de la Banque mondiale s'est rendu à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La banque va apporter son appui à l'Institut pour en faire un pôle de référence du continent noir. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma pourrait être présenté devant la justice dès le mois d'avril prochain. Il devra répondre des chefs d'accusation de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une affaire de vente d'armes. Bienvenue à tous dans ce nouveau journal. La 6e édition de l'Africa CEO Forum s'est ouverte ce matin à Abidjan. 3 chefs d'État sont présents, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, ghanéen Nana Akufo-Addo et zimbabwéen Emerson Mnangagwa. C'est une rencontre hautement économique qui réunit aussi de grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance, mais aussi des personnalités politiques venues de 60 pays. Écoutons le président Alassane Ouattara lors de la cérémonie d'ouverture ce matin. Croyez-moi, nous croyons à la capacité du secteur privé de nous aider à avancer dans la bonne direction. Je prends pour exemple l'annexe fiscale 2018 qui avait été adoptée par le gouvernement. Et quand nous avons été saisis par le patronat pour nous dire que nous n'allions pas dans la bonne direction et qu'il fallait plutôt travailler à la stabilité fiscale ou même à réduire les taux de fiscalité, nous avons suivi le secteur privé et nous avons revu notre copie. C'est donc dire que c'est important d'avoir des relations de confiance et de travailler ensemble. Alors aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Pour terminer, je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités et la Côte d'Ivoire en particulier en offre également. Et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré. Revenons en images sur l'arrivée des chefs d'État ghanéens et zimbabwéens sur le sol ivoirien avec Jérôme Kofi Aboula. L'arrivée ce dimanche de 2 chefs d'État africains en Côte d'Ivoire. Le premier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Il y a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République Alassane Ouattara vers 16h50. Le chef de l'État zimbabwéen sera suivi quelques heures plus tard, précisément aux environs de 21h30 par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également accueilli à sa descente d'avion par le président Alassane Ouattara avec à ses côtés d'autres autorités ivoiriennes. Les présidents ghanéens et zimbabwéens viennent à Abidjan pour prendre part à la 6e édition de Africa CEO Forum, prévue les 26 et 27 mars dans la capitale économique ivoirienne. Mais il n'est pas exclu qu'ils saisiront cette occasion pour avoir des entretiens avec le président Alassane Ouattara sur des sujets d'actualité préoccupants. Des rencontres de cette nature très fréquentes que l'on peut prendre comme des preuves que la sollicitude du chef de l'État ivoirien au regard des différents défis n'en finit pas d'être considérée chapeau bas par ses pairs de la sous-région, sur le continent et même dans le monde. Plus de 1600 participants sont attendus à cette 6e édition de l'Africa CEO Forum. Le thème « Champion africain, l'heure de la transformation ». Cheikh Koné. Quelques 1600 participants
provenant de 60 pays, dont 43 africains qui pèsent 98% du produit intérieur brut du continent, sont présents à cette 6e édition du Africa CEO Forum. Pendant 48 heures, Abidjan, capitale économique, va réunir en un seul lieu la crème des dirigeants d'entreprises d'Afrique francophone et anglophone de divers secteurs d'activité à travers le monde. Aujourd'hui, l'un des grands rendez-vous du secteur privé africain, le CEO Forum s'annonce plein de promesses et d'idées innovantes pour le développement du continent. Un enjeu de taille pour le secteur privé africain. C'est toujours une belle opportunité pour les dirigeants du monde de l'entreprise africaine de se retrouver pour faire un point, pour échanger et pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos économies. Vous savez, le secteur privé est le moteur de la croissance. Nous sommes dans des situations difficiles et différentes en fonction des pays dans lesquels nous sommes. Lorsque nous nous retrouvons, nous faisons le point, nous essayons de trouver des idées, des actions qui nous permettent de faire avancer le secteur privé pour qu'il joue vraiment le rôle de moteur de la croissance sur le continent. L'Afrique a besoin de transformation, l'Afrique a besoin de se transformer, de se réinventer. Les habitudes business ont besoin aussi d'évoluer. Les cadres réglementaires sont parmi, je pense, les défis majeurs qui s'offrent à nous demain. Et c'est vrai que c'est bien qu'on ait aussi nos dirigeants qui prennent part à l'ouverture de ce forum parce que c'est eux qui vont impulser justement ces transformations. Cette année, le pays à l'honneur est le Nigeria avec la plus grosse délégation. L'économie nigérienne, en récession depuis quelques années, a su trouver quelques leviers de croissance pour maintenir le cap. Cette résilience va certainement servir de modèle pour inspirer d'autres pays du continent à travers ce forum. Et cette rencontre à caractère économique va durer 2 jours. Direction maintenant Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le vice-président de la Banque mondiale s'est rendu à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. La Banque mondiale va apporter son appui à l'Institut pour en faire un pôle de référence du continent noir. Kwadjo Kwame. Appui de la Banque mondiale à l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny, établissement de référence international. Il s'agit de permettre aux jeunes Africains d'accéder à des études de haut niveau. La vision du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est de faire de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro un pôle régional de formation des jeunes pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Pour faire de ce centre quelque chose de renommée internationale et qui puisse compétir avec toutes les universités occidentales, les universités européennes, nous devons continuer à appuyer financièrement, appuyer institutionnellement ce centre et surtout en faire un centre régional. Et il serait important qu'on continue à attirer les autres étudiants africains sur ce campus, qui est un campus extraordinaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjouie de cette annonce. La formation d'une ressource humaine de qualité, une nécessité pour la transformation des matières premières du continent pour combler son retard sur le chemin de l'émergence. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de pouvoir former pour toute l'Afrique des ingénieurs de haut niveau parce que l'Afrique a un défi à relever. C'est la transformation de ces matières premières, c'est le développement technologique. Nous savons que tous les pays qui sont devenus émergents ou développés sont reposés donc leur économie sur le développement technologique, sur l'innovation et sur la transformation des produits. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny a souhaité l'ouverture d'autres filières et l'accroissement du nombre de jeunes diplômés, clé du développement des pays du continent noir. L'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce sont plus de 4500 étudiants. Le réseau africain des professionnels de la gestion des projets lance officiellement ses activités. C'est un réseau qui vise à favoriser la bonne gestion des fonds qui sont mis à la disposition des pays et des ONG par les institutions financières internationales. Olivier Iriebi et Isaïo. Construction de routes, d'écoles, équipement d'hôpitaux, d'universités, adduction en eau potable, création d'emplois. Des projets de développement soutenus par les institutions financières internationales en vue de favoriser une gestion efficace des projets et des fonds alloués aux pays et ONG qui interviennent dans le domaine du développement. Un réseau des professionnels africains de gestion des projets, RAPGP, a été constitué.
Quelquefois, les gens ont besoin d'outils ou de procédures et ils y mettent des mois en train de les élaborer, alors que ces outils et ces procédures de bonne qualité existent déjà sur d'autres projets et même quelquefois dans le même pays ou même dans le même portefeuille. Mais comme il n'y a pas de partage d'expérience, bien sûr, quelquefois certains se fourvoient et à la fin, tout tombe en l'eau. Sur le continent, plusieurs projets sont soutenus par les bailleurs de fonds. Ce réseau des professionnels de gestion de projets va contribuer à booster le développement et favoriser l'épanouissement des populations. Si les équipes de gestion de projets sont assez fortes, bien sûr, cela va accélérer le développement de notre continent. Chaque année, on aura donc l'université d'été pour réunir tout ce monde-là dans une capitale. Le RAPGP est composé des personnels des unités de gestion des projets, des experts des institutions multilatérales et bilatérales de financement, des cadres dirigeants des administrations et des organisations de la société civile. Formation, partage d'expériences, rencontres internationales sont des activités que le réseau entend mener. Lutte contre la fraude, les douanes ivoiriennes viennent d'installer un nouveau scanner au poste frontière ivoiro-ghanéen de Noé. D'une capacité de contrôle de 25 camions à l'heure, le nouveau scanner vient s'ajouter à 2 autres dont disposent déjà les douanes pour surveiller les conteneurs aux frontières maritimes et terrestres ivoiriennes. Lancine Bakayoko. Ce nouveau scanner de Noé est maillon efficace dans la sécurisation de la frontière ivoiro-ghanéenne, mais surtout un outil précieux dans la facilitation des formalités de dédouanement des marchandises à l'import. Face à la fraude et au trafic de tout genre constaté tant dans les ports que dans les postes frontaliers, il était impérieux pour la douane de se doter d'équipements modernes afin de juguler ces fléaux qui impactent négativement nos performances. Cet équipement moderne, guichet unique de contrôle, va donc renforcer le dispositif opérationnel du bureau douanier de Noé. Les opérateurs économiques sont pleins d'optimisme. Ça va permettre la célérité au niveau des opérations de dédouanement. Ça va réduire les délais et moi je pense que ça va réduire les coûts aussi. Ce scanner, un don du gouvernement chinois, témoignage de la qualité de la coopération bilatérale entre Abidjan et Pékin. C'est bien dans le but de contribuer aux efforts du gouvernement ivoirien de renforcer ses capacités d'application de la loi en matière de douane, de lutter contre le fraude, la contrebande. Le gouvernement chinois a décidé d'octroyer, sous forme de dons, un lot d'équipements d'inspection de conteneurs. Cet appui logistique chinois est motif de satisfaction pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, surtout que le scanner va favoriser la création de nouveaux corps de métier, notamment dans les domaines de l'analyse d'images, de la maintenance et de la radioprotection. Pour l'exercice budgétaire 2018, l'objectif de recette des douanes est de 1803 milliards de francs CFA. Pour réaliser cet objectif, le gouvernement a installé jeudi dernier un conseil de discipline des douanes, organe de promotion de la bonne gouvernance. Parlons d'un business en ce moment en plein envol. Il est le plus souvent pratiqué par les femmes. Ce sont les loueuses de tenues traditionnelles. Pour tout type de cérémonie, elles offrent des services de location de tenues traditionnelles africaines et des accessoires qui vont avec. Nadia Edja et Cheikh Kone se sont intéressés à cette activité en plein essor. Leur reportage. Marché Forum d'Adjamé. C'est ici que Sonia, loueuse de tenues traditionnelle, reçoit les clientes venues solliciter ses services. Sonia exerce cette activité depuis plus d'une dizaine d'années avec ses sœurs. Une activité qui a beaucoup évolué, et ce, pour diverses raisons. C'est maintenant que la location des tenues traditionnelles marche plus. Parce que les gens s'échangent plusieurs fois, 5 fois, 4 fois, 3 fois, souvent 7 fois, 8 fois. Quand le mariage est pompeux, c'est-à-dire le mariage est grandiose, tu peux changer 10 fois. La location nous revient moins cher. Il y a plusieurs échanges, on peut se changer plusieurs fois et ça revient moins cher. Alors que si tu veux payer le pain, c'est très cher. De belles tenues de cérémonie sans se ruiner, c'est la possibilité qu'offrent les loueuses de tenues à ces personnes qui célèbrent un heureux événement. Constat avec ce couple dans la commune de Yopougon. Cette tenue pour ce couple coûte environ 90 000 francs CFA en location.
À l'achat, comptez un peu plus de 600 000 francs CFA. Des tissus riches du pays profond ou du pays voisin, Sonia emploie les grands moyens pour satisfaire ses clients. Ça sont les pains riches du Ghana, on appelle ça les kente. Ça coûte excessivement cher. Ça c'est le garçon, ça c'est pour monsieur et ça c'est pour madame. Parce que ça c'est pour madame. Maintenant, concernant les bijoux, c'est avec ce genre de bijoux dorés que on va pour les habiller, il y a les chasse-mouches, il y a la canne que vous voyez. Ça, on appelle ça du raffia. Ça vient de Divo. Sincèrement, je suis satisfait parce que je n'ai pas lui donné de nom, mais je sens que nous sommes très bien habillés. Si Sonia voyage aussi loin pour acquérir des tenues pour ses clients, certains professionnels du secteur préfèrent utiliser du matériel de leur environnement. C'est le cas de Mylène Hamon. Elle pratique cette activité depuis 2 ans. Je travaille beaucoup avec le sac de cacao. Ici en Côte d'Ivoire, on a pour habitude de voir des tenues traditionnelles en pankita, en tissu et autres. Mais le sac est assez rare. J'utilise aussi les bois, tout ce qui est naturel. Des tenues originales et accessibles, de quoi s'offrir une clientèle plus large. En moyenne, j'habille 2 à 3 personnes par semaine. Généralement, j'ai plus de commandes, mais vu que je travaille seule, je suis obligée de réduire mes clients. À l'instar de Mylène, la plupart de ces acteurs travaillent dans l'informel. Pour acquérir une meilleure visibilité, ils adoptent une stratégie marketing efficace. Elle, c'est Andrea. Elle a une double casquette. Elle est la sœur et la chargée de communication de Sonia. Les mariés viennent vers nous de plusieurs manières, de bouche à oreille, parce que nous avons habillé un de leurs membres. Ils ont été satisfaits, ils reviennent vers nous. Il y a aussi le côté communication sur la page que moi j'administre aussi. Et là, nous faisons parler de nous. Les clients nous appellent, on répond, ils envoient des SMS, on prend des rendez-vous. Dans l'exercice de leurs tâches, ces femmes sollicitent d'autres secteurs d'activité, comme les artisans et les bijoutiers. Avec du professionnalisme et une meilleure organisation, le secteur de la location de tenues traditionnelles devrait pouvoir être plus dynamique et permettre de booster d'autres commerces. Abidjan Innova, la première édition du Salon international des inventions d'Abidjan vient de se tenir. Une réelle opportunité pour les inventeurs. Ils présentent sur place leur savoir-faire au grand public et rencontrent également de potentiels investisseurs. Grâce Kando. Abidjan Innova, un rendez-vous annuel pour la valorisation de 300 inventions ivoiriennes dans les secteurs des nouvelles technologies, de la santé, de l'agriculture, de l'alimentation et de l'éducation. Je suis un vendeur du jeu éducatif cérébral nommé Kalade. C'est un jeu qui est basé sur la combinaison des chiffres. Un jeu éducatif, beaucoup vraiment ludique, mais le but c'est d'amener les gens vers les séries scientifiques. Quand vous passez par ce jeu, vous apprenez les mathématiques, les sciences en s'amusant. Ça se joue à 2 avec 12 pions. J'ai inventé le frigo chauffage. Le frigo chauffage, c'est un frigo qui comprend 3 méthodes de conservation dans 3 compartiments différents dans lesquels vous avez la réfrigération, la congélation et le chauffage. Et dans ce compartiment chaud, vous pouvez garder toutes sortes de frites, toutes sortes de grillades, toutes sortes de rôtis. Vous pouvez garder également dans ce compartiment toutes les sauces africaines et ça conserve la nourriture intacte pendant plusieurs semaines, voire même des mois, et ça conserve aussi intact leur goût et leur saveur. Ce salon qui regroupe plus d'une 60aine d'exposants est aussi une opportunité pour les inventeurs, innovateurs, chercheurs et créateurs de rencontrer des investisseurs afin de développer leurs projets. Les inventeurs ont besoin d'un cadre pour exposer, faire connaître leurs trouvailles. C'est un salon qui est dans la lignée des salons Bruxelles Innova, Valencia Innova et Barcelona Innova en Europe. Et nous avons obtenu avec nos partenaires européens que ce salon se déroule désormais également à Abidjan chaque année. Mes impressions sont très positives. Je visite pour voir les inventions ivoiriennes et je suis très encouragé. Vulgariser les inventions, faire en sorte qu'elles contribuent à l'amélioration du quotidien des populations,
sont entre autres objectifs que veut atteindre Abidjan Innova, qui est à sa première édition. Lutte contre la drogue, deuxième campagne nationale de communication pour le changement de comportement des jeunes. Au programme de cette campagne, des conférences sur l'alcoolisme et la toximanie, leurs effets sur l'organisme. Un reportage de Ngana Konaté. Attirer l'attention des jeunes sur les risques et dangers liés à la consommation de l'alcool, de la drogue et autres substances nocives, telle est la mission du ministre Sidi Touré en initiant la campagne nationale de communication pour le changement de comportement. À Boisflé, dans la région de la Maraoué, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique a exhorté la jeunesse dans son ensemble à plus de prise de conscience. L'usage abusif du tabac, de l'alcool et des produits psychotropes est nocif et constitue le principal facteur de risque de maladies chroniques qui peuvent conduire les jeunes à une mort prématurée. Chers amis jeunes, je voudrais m'adresser à vous en vous interpellant. Oui, jeunes, attention, l'alcool, c'est pas cool et la drogue, du tout. Des conférences sur l'alcoolisme et la toxicomanie, leurs effets et conséquences ont été débattus. Des échanges qui ont permis aux jeunes de prendre conscience de leur vulnérabilité face à de nombreux fléaux. Étant élève, lorsque tu fumes, tu ne peux pas bosser. Lorsque tu bois, tu n'as plus le contrôle de ta vie, ce qui va faire que tu vas abandonner tes études. Nous, en tant qu'éducateurs, nous avons même mis des cellules en place pour sensibiliser les enfants, afin que la drogue quitte les écoles une bonne fois pour toutes. Le salut au drapeau en début de matinée et des bénéficiaires de fonds ont été visités dans leur entreprise par le ministre Sidi Touré. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de division Nicolas Kwaku, est en tournée d'échange avec la population. À San Pedro, il a discuté également avec ses hommes. L'objectif est de comprendre les raisons des multiples attaques des brigades de gendarmerie et aussi prôner la paix entre les populations et la gendarmerie. Mamadou Kwasi. Le général de division Nicolas Kwaku à la rencontre de ses hommes et des populations. À San Pedro, ce sont les gendarmes du district du Bassa-Central qui ont échangé en premier avec le responsable de la gendarmerie nationale. Il était question de moyens logistiques, d'intervention surtout, la lutte contre l'insécurité dans le sud-ouest ivoirien. Avec les populations, le général de division Nicolas Kwaku a demandé de faire confiance à son institution. Et cette confiance passe selon lui par une bonne collaboration. La gendarmerie nationale, c'est votre bras sécuritaire. La gendarmerie nationale, c'est l'instrument chargé de veiller à la sûreté et à la tranquillité publique. C'est pourquoi d'ailleurs, dans notre disposition, le maillage territorial, nous devons d'être présents à tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Pour les différents actes d'incivisme que subit la gendarmerie nationale dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle, les chefs coutumiers, les leaders de jeunes et les guides religieux ont fait des propositions. Des propositions qui portent sur la communication sur les résultats des enquêtes et des sanctions contre les auteurs de ces actes de vandalisme. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité l'ensemble des populations à être des ambassadeurs de paix afin de préserver la paix sociale mais aussi les acquis du développement. En cas de différends ou de mésentente, le général de division Nicolas Kwaku exhorte la population à suivre la voie légale en saisissant les autorités compétentes et non s'attaquer aux biens de l'État, notamment les brigades de gendarmerie. Égalité homme-femme, promotion du genre, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a initié depuis décembre 2017 le processus d'identification des femmes de tout niveau. La phase pilote se passe dans la région de Gbeke. Une rencontre a eu lieu à Boaké afin d'accélérer l'identification de toutes les femmes. Kader Sogodogo. Rencontre d'accélération du processus d'identification des femmes de tout niveau qui excellent dans leur domaine d'activité. La conseillère spéciale du président de la République, coordonnatrice nationale du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao, échange avec le comité de la région pilote, le Gbeke. Tout doit être mis en œuvre pour que le processus avance vite et bien. Nous leur avons donné 2 semaines
pour que nous puissions avoir la base de données de toutes les femmes compétentes de la région du Béquet, depuis la ville jusque dans les campements. Et avec cette base de données, nous allons avoir une cartographie des femmes qui excellent dans tous les domaines d'activité dans la région du Béquet. Aucune femme ne sera omise. Nous allons jusque dans les zones rurales parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne se limite pas dans la ville pour les femmes intellectuelles, mais nous voulons faire sortir la citoyenne lambda dans le village pour qu'on sache exactement de quoi elle est capable pour la mettre en exergue. Depuis le début du mois de janvier 2018, les 4 départements de la région de Béquet, Sakassou, Béomi, Botro et Boaké, sont sillonnés à l'effet d'identifier toutes les femmes. Parlons littérature avec une œuvre qui vient de paraître. Elle est de l'auteur ivoirien Serge Bilé. Ce livre trace une fresque romancée qui va de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Grace Kando et Isaïo. Journaliste à France Télévisions, Serge Bilé vient de publier un ouvrage intitulé Boni. Le titre de l'œuvre fait référence à un chef de guerre qui a marqué l'histoire du Suriname et de la Guyane au XVIIIe siècle. Ce livre de 196 pages est une fresque romancée de l'Afrique à l'Amérique dont le fil conducteur est une femme que la mémoire des hommes a oubliée, la mère de Boni. Inspiré des archives et des éléments anthropologiques, l'écrivain, à travers la vie de cette femme, plonge le lecteur au cœur du système négrier. Boni qui raconte l'histoire des descendants des esclaves Agni et Baoulé qui se retrouvent aujourd'hui en Guyane et qui ont fondé avec d'autres Africains qui viennent du Dahomey, du Togo, du Congo, de l'Angola ou encore du Cameroun ou du Ghana, qui ont fondé donc un peuple qu'on appelle les Boni. Nous devons connaître notre histoire et notre histoire ne s'arrête pas seulement aux frontières de la Côte d'Ivoire, elle s'arrête aussi, elle continue avec tous ceux qui sont partis autrefois, arrachés avec l'esclavage et qui ont perpétué quelque part dans le monde à la fois des traditions ivoiriennes et africaines. Un ouvrage qui séduit le lecteur. Dans le cas de la recherche, c'est vraiment une innovation. Une innovation, savoir qu'un Africain, donc un Franco-Ivoirien, du nom de Serge Bilé, qui, en tant que journaliste d'investigation, qui va jusqu'à retracer l'histoire d'un samouraï noir, c'est vraiment pour nous, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, un plaisir. Comment mettre ces livres à profit, le lire et le partager avec mes étudiants. Marié de Jacquesville. Il a été appelé par le titre Le Boni de Guyane parce que lui aussi, c'est un Boni. Il était très surpris de savoir que des Bonis qui sont en Guyane ayant toujours la même façon de s'exprimer, la même façon de se vêtir, la même façon de vivre. Ça l'a interpellé et absolument il m'a dit il faut aller prendre ce livre-là et puis voir comment ça se passe. Et nous on a lu et effectivement on a vu que les Bonis sont comme les Baoulés, sont comme ça, ils viennent du Ghana. Serge Bilé n'est pas à sa première publication. Il est auteur d'une vingtaine d'œuvres, dont Le Jardin secret d'Aimé Césaire, Le seul passager noir du Titanic et Si Dieu n'aimait pas les Noirs. Dans le domaine religieux, le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique commémore la naissance du prophète de l'islam. Lors de cette 10e édition du Giga Maolid, les guides religieux ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Parga se reconnaît. Palais des sports de Trècheville, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans réunis pour la célébration du Giga Maolid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Au cours de cette cérémonie, le conférencier Cheikh Malik Konaté, par ailleurs guide du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, GRIS, a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à adopter un comportement digne, responsable et exemplaire à l'image du prophète Mohammed. Avec le sang humain, on est en train de faire n'importe quoi. Avec le corps humain, on est en train de faire n'importe quoi. L'islam condamne, mais il y a des gens qui sont ignorants. Il faudra qu'on apprenne à connaître le sens du Coran comme il se doit. Si tu ne le connais pas, moi je pense que tu es un imam proche de toi, demande-le. Cette rencontre religieuse a bénéficié du soutien du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, des autorités politiques, des guides religieux et des fidèles musulmans venus des communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays, mais aussi de la sous-région. Occasion pour eux de multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous avons bien apprécié cette cérémonie
Et nous pensons que ça pourra aider la jeunesse à se redresser et à avoir une spiritualité correspondante à la voie de l'islam. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de famille. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de croissance, il n'y a rien. Donc la paix, c'est vraiment un facteur très important. Lecture psalmodique du Saint-Coran, chant liturgique, louanges et bénédictions. Des temps forts qui ont également marqué la 10e édition du Giga Maulid du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise. L'actualité internationale nous conduit en Afrique du Sud. L'ex-président Jacob Zuma pourrait être présenté devant la justice dès le mois d'avril prochain. Il devra répondre des chefs d'accusation de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une affaire de vente d'armes. Mis en cause depuis des mois dans une longue liste de scandales, Jacob Zuma, 75 ans, a démissionné de son mandat de président sous la pression de son parti, le Congrès national africain ANC au pouvoir. Son successeur Cyril Ramaphosa a été élu le 15 février dernier. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon lundi à tous.